Salam alaikum tout le monde. On va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de la planification financière et de la gestion des dettes. Je commence par me présenter. Moi, je m'appelle Bilal Zan. Je suis diplômé de l'Institut technique de banque de Paris. J'étais ancien directeur d'agence et planificateur financier, ainsi que j'ai occupé le poste de conseiller clientèle pour plusieurs années dans ce banque. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, on va parler de deux principales sections, la planification financière et la gestion des dettes. Pour la planification financière, on va parler de la règle de base, l'importance du budget détaillé, l'anticipation des dépenses, des fonds d'urgence, la retraite et les études des enfants, la déclaration de revenus, le CELI et le CELIAP, le pouvoir de négociation, une conclusion et après ça une partie de questions. Après ça, pour la gestion des dettes, on va faire une petite présentation, une petite introduction. Après ça, le principe de connaissance des dettes, les types de crédits, et une partie pour ceux qui sont déjà en difficulté, ainsi que certaines méthodes de remboursement et aussi une période de questions. Soyez assurés, ce n'est pas une présentation technique, ce n'est pas une présentation dans le fond, le but là, c'est vraiment d'aider nos frères à s'en sortir, d'avoir un minimum de base financière pour qu'ils puissent se débrouiller. Fait que assurez-vous, là, c'est pas vraiment obligatoire. C'est ce que je parlais tantôt. Il n'y a aucun jugement. Le but, c'est vraiment aider la communauté. C'est des ateliers pratiques et simples que tout le monde peut comprendre. C'est surtout pour les nouveaux immigrants et pour ceux qui ont du mal avec le système financier local. Et l'objectif, c'est de pouvoir comprendre, planifier, anticiper et sortir des dettes pour ceux qui ont. On commence par la planification financière. La règle de base, revenu est égal à dépense plus épargne. Par contre, ceux qui n'ont pas d'épargne, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas gérer dans sa femme. Non. Si l'épargne est zéro, mais que vous planifiez déjà votre retraite, vous avez déjà un fonds d'urgence en place, vous planifiez déjà les régimes d'épargne d'études pour vos enfants plus tard, vous avez déjà planifié vos projets anticipés, quel que soit, achat de maison, achat de voiture, etc. C'est bien correct qu'on n'a pas d'épargne. Le but, ce n'est pas d'épargner juste pour épargner. Le but, c'est d'épargner pour subvenir à nos besoins. Donc, savoir où va l'argent, c'est pas mal ça la fondation et la stabilité. Maintenant, on va commencer par les principes. Il faut absolument, pour pouvoir planifier financièrement nos affaires, il faut un budget détaillé. Si tu ne sais pas ce que tu dépenses, tu es aveugle. Ici, tu es aveugle, tu ne sais pas où couper. Si je fais l'exercice avec la majorité, ils ne vont pas savoir exactement combien ils dépensent en mettant en vêtements par mois. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils dépensent exactement en mettant en nourriture. Ils pensent qu'ils dépensent $500 en nourriture par mois, mais réellement ils dépensent plus que ça. Donc c'est très important d'avoir et de savoir un budget détaillé. Comment on peut faire ça? Il y a plusieurs outils. Soit qu'on utilise la technologie, il y a différentes applications qui permettent de catégoriser les opérations. Fait qu'au fur et à mesure que vous dépensez, il y a certaines applications qui sont reliées à des banques et qui font la catégorisation automatiquement. Fait que ça veut dire qu'ils vont savoir quand tu dépenses chez Maxi, c'est de la nourriture. Ils vont le faire dans la nourriture. Tu dépenses chez Zara, ils vont savoir que c'est des vêtements. Tu prends un billet d'avion chez Tunisar, ils vont savoir que c'est des voyages. Puis là, tu peux ajuster, etc. Ça, c'est très important. Si tu ne veux pas utiliser la technologie, tu peux utiliser un fichier Excel, tu peux utiliser un cahier, l'essentiel. Il faut absolument que chaque personne sait ses dépenses au détail. Il faut que chaque personne sait exactement combien il dépense en épicerie, combien il dépense en transport, combien il dépense pour les enfants. Il faut qu'il sache chaque mois c'est quoi toutes ces dépenses-là pour pouvoir réagir selon ces dépenses. Bon, une fois qu'on a nos budgets, là on retourne maintenant à la règle de base. Donc là, on sait exactement nos dépenses et on a notre revenu.
l'épargne, c'est beaucoup plus facile à déduire. Si on ne sait pas nos dépenses, ben là, ça va commencer les problèmes. Parce que là, moi, je gagne 1 000 $, sauf que je ne sais pas quoi dépenser. Finalement, je me rends compte que je dépense 1 200. Puis là, le mois d'après, je dépense 1 500. Le mois d'après, il y a les matriculations. J'ai 2 voitures, donc 600 pièces que je n'ai pas calculées. Puis là, j'utiliserai la carte de crédit. Puis là, les problèmes commencent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce budget. Et quand on a notre budget, on sait exactement le revenu, on va le mettre dans quelle catégorie. Mettons 1 000 $, on sait que 100 $ nourriture, 50 $ vêtements, 100 $ pour les activités des enfants, etc. etc. Le revenu, c'est plusieurs revenus. Le revenu, c'est le salaire. Le revenu, c'est la prestation d'enfants que vous recevez. Le revenu, c'est les locations que certains d'entre vous reçoivent. La retraite pour certains, la pension de retraite. Voilà. Vous avez une autre source de revenus extérieure. Votre travail revenu, on s'en fout. L'essentiel, vous devrez savoir votre revenu combien, vous devrez savoir exactement combien vous dépensez. Ça, c'est les catégories recommandées, puis c'est pas mal un peu les catégories standards, que tout le monde peut trouver, puis peut facilement les savoir. Puis, pourquoi c'est important? Parce que maintenant, si moi, selon le revenu, je dois utiliser 100 $ pour les restaurants. Si jamais je dépense ce mois-ci 150, fait qu'il faut que je fasse un stop, ou minimalement, il faut qu'il y ait un flag quelque part qui dit que je dépasse 50 $ de mon budget. Là, il va y avoir beaucoup de solutions. Soit que le mois prochain, je dépense juste 50 $, ou j'enlève 50 $ des autres budgets pour pouvoir régler ça. Mais c'est important de le faire, parce que le budget que je fais au début, c'est ça la base de ma vie. Je vais prendre un peu plus de temps au début pour essayer de trouver toutes mes dépenses. Toutes mes dépenses. Je parle des abonnements, les téléphones, les loisirs, les projets, etc., etc. Mais une fois que c'est fait, là, je sais que je ne peux pas dépasser. Parce que là, tu vas voir que, mettons, tu as X nombre de budget, tu as X nombre de dollars pour l'épargne, pour les voyages, etc. On va parler un peu plus tard. C'est pour ça que c'est important de le faire. Dans ce cadre-là, c'est très aussi important que le monde oublie généralement. C'est un peu les dépenses un peu annuelles, ou les dépenses mettons temporaires. C'est ça qui fait un peu beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de difficultés à gérer. Fait que, mettons exemple les matriculations. Les matriculations, ça on paye ça une fois par année. Mettons c'est 300 pièces ou 500 pièces, ça dépend de chacun, le nombre de voitures. Mais c'est toujours les matriculations, les taxes municipales, l'entretien auto, avec le changement des pneus d'hiver, etc., les équipements scolaires en fin d'année, les abonnements annuels que je ne sais pas ce qu'on paye annuellement pour certains. Mais ça, dans le fond, si on ne les budgète pas dès le départ et on ne les divise pas sur le nombre de paix, là, il va y avoir aussi d'autres problèmes. Parce qu'on va se retrouver un mois, on a nos dépenses quotidiennes de 2 000 $, 3 000 $ selon chacun d'entre vous. Mais là, ce mois-ci, il va y avoir un 1 000 $ de plus pour les matriculations. Il va y avoir un 3 000 $ de plus pour les taxes municipales. C'est là aussi que ça va commencer les problèmes. Donc, c'est très important de toujours diviser sur le nombre de payes. Fait que maintenant, vous avez 26 payes chaque 2 semaines. Il faut absolument chercher toutes ces dépenses-là de l'année et les diviser sur 26. Fait un exemple simple, si maintenant, moi je paye pour les taxes municipales, si je paye 1 200 $ par année, et 1 200 $ par année, ça veut dire c'est 100 $ par mois. Donc c'est obligatoirement, chaque mois, je dois laisser 100 $ de côté. Comme ça, je n'aurai pas de surprise à la fin de l'année. À la fin de l'année, je vais trouver déjà mon budget qui est là et je vais le payer. Les matriculations, c'est pareil. C'est 500 $. 500 $, je le divise sur 26. Ça fait partie du budget qu'on parlait tantôt. Enfin, quand je fais mon budget, je fais mes catégories de dépenses régulières, puis je fais mes catégories de dépenses qui sont un peu plus temporaires ou annuelles. L'exemple du voyage aussi, c'est la même chose. Là, la majorité d'entre vous, là, ils font des gros voyages pour nos pays, et là, ça coûte cher. Sauf que ça coûte cher parce que ce n'est pas planifié. Si moi, je compte que je vais voyager dans 2 ans, ça veut dire que, et le voyage, mettons, ça va me coûter 10 000 $, il faut absolument que je mette de côté 416 $ par mois. C'est obligatoire.
Si jamais je ne peux pas mettre un 416 $ par mois, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est soit que je ne peux pas faire un voyage sur 24 mois, fait que je dois faire un voyage tous les 3 ans, et là ça me fait 2,77. Soit que si je peux déduire ce montant-là un tout petit peu, soit que je vais essayer d'enlever quelque chose des autres catégories. Mais l'essentiel, il faut absolument qu'il soit budgété. Les frais du funérail, tout. Ça aussi, c'est très problématique pour notre communauté. Une chance, puis je les remercie infiniment parce qu'il y a des associations qui travaillent très fort pour notre communauté. Il y a des donneurs, il y a des frères et des sœurs qui participent pour couvrir ces frais. Mais sachez que c'est très problématique parce qu'il y en a certains, plusieurs musulmans qui meurent, puis qui n'ont pas budgété, ils n'ont pas planifié les frais du funérail. Mais ça aussi, il faut que ça soit là. On le veut ou pas, il faut que ça soit là. Puis chacun selon ses souhaits. S'il pense, parce que là, ça dépend de chaque pays, mais mettons, si jamais on compte, dans le fond, être enterré ici au Canada, au Québec, ben là, on sait déjà les frais, ben, il faut prévoir ces frais. Que ce soit mettre 50 $ de côté, etc. Pour que la famille, par la suite, elle ne souffre pas à cause de ça. Ça, c'est juste un exemple, mais vous avez le principe. Prenez le temps de découvrir toutes vos dépenses. Le fonds d'urgence, aussi ça c'est très important. On sait tous qu'on est, on est un peu loin de nos familles, la majorité en tout cas, puis les urgences arrivent. Sauf que quand ça arrive les urgences, honnêtement, ce n'est pas vraiment des urgences, parce qu'on sait déjà qu'il va y arriver des urgences. Donc c'est très important d'avoir un petit fonds de côté. C'est pas normal qu'un de nos parents, il meurt, ou il y a une maladie, etc. Puis il faut absolument prendre un billet d'avion en urgence pour aller, mais là on n'a pas de sous pour ça. C'est pas normal, parce qu'on sait que ça va arriver un jour. Et là, quand ça va arriver un jour, si jamais on n'a pas planifié cela, ben là ça va être problématique. Donc là, ça doit faire partie du budget. La retraite aussi, c'est très important. Le plus tard qu'on arrive ici au Québec, le moins d'années on va cotiser au RRQ. Donc ça veut dire que le moins de retraite qu'on va avoir. Donc c'est très important aussi de planifier des solutions de compensation. Tout ça, c'est connu. Moi, ça me fait mal au cœur qu'il y a plusieurs de nos compatriotes, puis d'ailleurs même tous les Québécois, là, quel que soit, mais ils ne font pas le calcul pendant qu'ils travaillent, ils ne font pas le calcul pendant leur arrivée, et là, ils vont avoir des mauvaises surprises à la retraite. C'est normal, c'est pas comme tu viens ici à l'âge de 18 ans, tu travailles toute ta vie, c'est pas comme tu viens ici à l'âge de 45 ans, puis là, il te reste 20 ans de travail. Donc il faut absolument que tu fasses des simulations pour savoir c'est quoi ta retraite, est-ce que ça fait ton affaire ou pas, est-ce que tu es obligé d'avoir d'autres solutions, est-ce que tu comptes après ça faire X, Y, Z, mais c'est important de faire ça. Le régime d'épargne d'études aussi, ça aussi c'est très important. Pour ceux qui ont des enfants, on sait tous qu'ils vont aller, j'espère, à l'université. Et on sait tous qu'il y a des frais pour ça. Donc, c'est pas normal qu'on planifie ça pas d'avance. Ça, on a parlé de la dernière séance sur le régime d'épargne d'études. Vous allez trouver la présentation sur le site. Mais sinon, faites un peu vos recherches. Mais ça, c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement, qu'il faut absolument que chacun qui a des enfants, il faut absolument qu'il en bénéficie. Puis même avec 20 $ par mois, 50 $, etc. Mais l'essentiel, faites vos calculs. Comme ça, quand il arrive à l'université, vous n'aurez pas de mauvaises surprises aussi. Vous allez savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire. Puis si jamais vous comptez étudier en médecine parce que vous savez que vos enfants sont excellents, etc., ils vont accéder par la suite, puis ils vont probablement avoir d'autres dépenses, ben, il faut le planifier aussi, pour ne pas aussi impacter la vie de vos enfants. Le CELIA, ça fait partie de la même chose. Pour ceux qui veulent acheter une maison, ben, ça aussi, la maison, ça se planifie. L'idée, elle ne paraît pas le jour au lendemain. Donc, si moi, je compte acheter une maison, et là, j'ai une partie de l'épargne que je peux la mettre, ben,
c'est exactement ce qu'il faut. Donc il faut que je planifie, que je dois mettre mon argent dans un CDA pour que je puisse bénéficier le maximum possible de crédits d'impôt et par la suite acheter une première maison. Bien sûr, ça on a aussi parlé la dernière fois, tous ces projets-là, il ne faut jamais oublier les placements, il faut privilégier les placements halal, il faut privilégier les placements islamiques. Ça existe, alhamdoulilah, partout au Canada, et ça c'est notre histoire. Maintenant, on parle vraiment de gros principes. Il y a aussi un truc que la majorité pense pouvoir le faire, mais ils ne le font pas comme il faut. La déclaration de revenus. La déclaration de revenus, je suis pas mal sûr, la majorité, ils viennent au début de l'année, puis là, ils ramassent tout ce qu'ils vont trouver, ils jettent ça au comptable, puis ils partent. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut absolument savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme document, puis il faut commencer à les accumuler pendant toute l'année pour que ça soit plus facile après. Sinon, c'est vous qui ratez ça. Vous faites des dons, mais vous ne gardez pas les reçus dedans, c'est vous qui perdez. Le comptable, lui, là, d'une façon générale, le comptable, il ne s'intéresse pas trop aux détails. Il va travailler avec les documents que vous allez lui remettre. Si vous ne donnez pas tous les frais médicaux que vous avez dépensés, ben, il ne va pas les inclure. Vous allez les perdre. Si vous ne donnez pas les reçus dedans, vous allez les perdre. Les frais de déplacement, les frais scolaires, les relevés d'intérêt pour ceux qui travaillent autonomes, les factures de gaz, etc. etc. Donc ça, là, la déclaration de revenus, là, ça ne marche pas une journée en année. C'est tous les jours. Quand on a un reçu, il faut utiliser un peu la technologie. On a mettons un exemple Google Drive, OneDrive. Si vous êtes plus manuel, c'est pas grave. Prenez des photos, gardez-les dans vos téléphones, mettez un dossier. Prenez les documents, mettez-les dans un classeur physiquement chez vous, l'essentiel. Et à la fin de l'année, il faut absolument que vous ayez tout ce qu'il faut. Là, vous remettez ça au comptable pour que vous puissiez bénéficier du maximum possible du crédit d'impôt que vous avez droit. Maintenant, la négociation. Ça aussi, c'est très important. Il faut toujours négocier et chercher les meilleurs deals. Là, je paye $100 Internet cette année. À chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais checker est-ce que je peux payer 90, est-ce que je peux payer moins $10 ici, moins $10 ici, est-ce que l'assurance, je peux avoir une meilleure assurance, est-ce que je peux avoir une carte de crédit avec un minimum de frais, est-ce que je peux avoir un autre abonnement moins cher. Pourquoi? Parce que si on revient à la règle de base, tout ce que vous allez épargner, tout ce que vous allez laisser de dépenses, vous allez le rajouter dans l'épargne ou vous allez le rajouter dans les autres catégories. Donc si admettons, moi je réussis à sauver 100 pièces des assurances, puis $10 ici par mois, fait que ça veut dire 500 pièces, ben $500, ça je vais les ajouter dans un autre budget. Si jamais tous mes budgets sont bons, ben je vais le mettre en épargne. Si jamais mon épargne est bonne, je vais le mettre dans ma retraite. C'est ainsi de suite. C'est très important de négocier les abonnements. Si jamais vous n'avez pas besoin d'abonnement, enlevez-les. Bon, fait grosso modo, la conclusion de la planification financière, puis comme je vous ai dit, là, ça c'est pas un cours vraiment universitaire pour les financiers, c'est vraiment pour la vie quotidienne de tous nos frères et sœurs. Il faut toujours avoir un plan, toujours. Fait que le plan du quotidien, il faut absolument que chaque dépense que vous dépensez, que vous faites, il faut absolument que ça ait un budget, ça rentre dans le budget. Les plans annuels, comme on a parlé, que ce soit les voyages, que ce soit les matriculations, les taxes, etc. La retraite, il faut aussi avoir un plan pour la retraite. Le plan à long terme, on a parlé, mettons même pour le retour définitif pour certains, ça aussi ça se planifie. On n'arrive pas le jour au lendemain, puis là on est coincé, puis on ne sait pas quoi faire. Non, si je compte retourner définitivement dans 10 ans, il faut absolument que je commence à planifier dès maintenant. Ça veut dire que je vais savoir, j'aurai besoin de combien pour acheter telle chose, pour amener une voiture, etc., etc. Donc, il me faut tel. Puis, quand je fais le calcul, là, je vais savoir est-ce que je suis capable de faire ou pas. Puis là, je réajuste selon ça. Donc, maintenant, finalement, je vais devoir passer 5 autres années pour pouvoir régler mon objectif. Ou je vais devoir couper dans d'autres budgets pour pouvoir faire ça. Mais l'essentiel, ne dépensez jamais sans plan. Il y a la phrase clé, chaque aspect de la vie financière doit avoir un plan, même les imprévus. Il n'y en a pas des imprévus. Les imprévus, il faut qu'il y ait un plan d'imprévu. Ce qu'on a parlé tantôt, c'est le plan d'urgence.
Il ne faut pas que vous vous mettez dans des problèmes pour galérer à sortir plus tard. Ça, c'est la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui, moi j'ai une question. Oui. Alors, tantôt, j'ai vu que dans l'aspect dépenses, ça veut dire qu'il y a des applications qui sont reliées peut-être à nos comptes qui permettent de structurer nos dépenses. Genre, tel montant est allé sur la nourriture, tel montant est allé sur peu importe. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous connaissez certaines applications? Oui. Parce que moi, j'ai utilisé Python ou MATLAB pour clarifier mes dépenses et tout ça. Mais il y en a plusieurs. La question de notre frère, c'est un peu les applications qui permettent de faire cette catégorie-là. Il y en avait plusieurs. Auparavant, c'était vraiment une des meilleures applications, c'était Mint. C'était gratuit. Ça faisait très bien le job, Mint, mais elle n'est plus là. C'est rendu avec Klarna, fait qu'ils l'ont enlevé. Maintenant, on a Moneyways, on a PocketGuard. C'est des applications parfois payantes, mais au moins payantes une seule fois par année. Fait aux alentours de $80 par année, mais ce qu'il offre, c'est la connexion automatique. Parce que ça dépend de la personne. Si, mettons, la personne, il ne dépense pas tant que ça. Fait que là, il va savoir, mettons, il s'en va 4-5 fois par mois, il dépense de la nourriture. Il sait exactement, il n'y a pas tant que ça de transactions. Moi, je dirais, tu peux mettre un tableau Excel. Ça peut fonctionner. Mais j'imagine également qu'on peut avancer avec la banque et tout ça. La banque, chaque banque maintenant, elle a ses catégories, mais le problème, c'est que pour une majorité de personnes, ils n'ont pas une seule banque. Fait qu'ils ont plusieurs cartes. Donc, il faut une application qui regroupe toutes ces dépenses-là. Puis aussi, la banque, elle n'est pas trop précise dans les catégorisations, puis elle ne donne pas beaucoup plus de personnalisation. Fait que ce qu'elle va comprendre, elle va le mettre. Mais tu ne peux pas changer. Fait que elle comprend que ça, c'est du voyage, c'est pas mal de voyage. Alors que ça se peut que ce n'est pas des voyages, c'est pas une catégorie de voyage, c'est, mettons, autre chose, etc. Fait que, d'une façon générale, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de transactions et qui ne veulent pas payer, utilisent quelque chose. Excel, le Notepad dans le téléphone, etc. L'essentiel, c'est qu'ils vont savoir ça. Pour ceux qui ont plusieurs transactions, oui, les applications comme Moneyways ou PocketGuard, ça permet de relier tes comptes complets, Desjardins, PC, autant que Jérôme, quelle que soit la banque. Puis elle va récupérer les informations, il va te les faire selon une première catégorisation, puis toi, tu vas pouvoir faire des règles. Fait que, mettons, tu vas dire, boucherie XYZ, ça, je veux toujours ça dans nourriture, parce qu'elle ne va pas savoir maintenant. Fait que je veux, à chaque fois que vous trouvez boucherie X, là, vous mettez ça dans nourriture. À chaque fois. C'est ça le problème avec les applications que j'utilise. Moi, j'utilise MATLAB ou Python, mais à chaque fois, il faut que je rentre la dépense. À chaque fois. Exact. Exact. Donc, ces applications. Les catégories. Exact. Donc, dans les applications comme PocketGuard ou Moneyways, ça permet de faire des règles. Fait que la règle, c'est soit selon le fournisseur, soit parfois selon la description. Là, que tu mets, mettons, à chaque fois que je prends, mettons, le Travel To Do, ou Traviolo, etc., ben ça fait partie du voyage. Il va le faire automatiquement, et puis toi, tu checkes chaque jour. Fait que, mettons, ça, tu vas changer, etc. À chaque fois que j'ai la plaza, à chaque fois qu'il y a des dépenses de plaza, c'est maintenant vêtements. Fait que aussi, ça permet de faire des règles. C'est très bon. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, vous allez trouver automatiquement vos rapports. Fait que vous avez dépensé tel dans tel budget, vous avez dépassé tel budget en rouge, et vous avez moins dépensé dans tel budget. Puis là aussi, les matriculations, comme je parlais aussi tantôt, là, ça aussi, ça se calcule automatiquement. Ça veut dire quoi? Tu vas lui dire, moi j'ai des dépenses $1000 par année. Lui, il va diviser ça sur 12. Puis là, tu vas savoir dans ton budget chaque mois, tu vas savoir est-ce que tu es bon ou pas. Fait que si tu arrives à épargner ça, dans le fond, ça fait partie. Puis là, tu verras tout de suite, OK, les dépenses sont plus que le revenu ou non, etc. Fait que ça, c'est très important de le faire. Merci. Ça veut dire, cette application, elle a accès à votre compte bancaire. Oui, tout à fait. Donc, elle va comme... Oui, elle va lire toutes les transactions de ta carte et ton salaire qui rentre et tout, puis elle va les catégoriser. Pas besoin de... Non, pas besoin de rentrer manuellement. Ouais. Mais parfois, maintenant, c'est rendu payant. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Parce que c'est très important, comme je dis, à la fin de l'année, de revoir les rapports. Puis là, on va savoir qu'est-ce que ça. Puis là, vous allez avoir des surprises. Parce que maintenant,
là, je dépense trop dans les vêtements, c'est pas normal. Ok, bah, l'année prochaine, je vais faire une limite. Je dépense trop dans les restaurants. Ok, bah, je vais faire une limite. Ou je me permets d'avoir un peu plus. Fait que c'est très important d'avoir une vision. Sinon, s'il y a, si tu veux, il y a une notification qui sort qui dit là, Oui. tu as fait un dépenser plus que. Oui, tu vas avoir une notification exactement. Tu vas voir directement mettons, des menus avec des trucs en rouge quand tu dépenses un peu plus. Mettons, tu fais $200, mais tu es au moitié de mois, tu as dépensé 180, bah, tu vas le voir en rouge. Fait que t'es comme un peu. Fait qu'il faut que tu checkes. C'est toi qui fais le budget. Oui, c'est toi qui fais le budget tout de suite. Oui, c'est toi qui personnalise le tout. Moi, je veux $200 en nourriture, $500 en transport, etc., voyage, etc. Puis lui, il va calculer selon ce que tu dépenses, puis il va donner des prix. Donc, chaque application a ses points forts et ses points faibles. Moi, je dirais Pocket Guard puis MoneyWiz, c'est pas mal un peu les meilleurs pour le moment. Merci. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, on part à la deuxième section, c'est la gestion des dettes. Il faut rappeler, comme notre imam tantôt sur le Baqara, Allah a permis le commerce et l'usure, donc on sait tous que les intérêts sont haram. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons-là que l'islam a interdit ça, parce que ça permet de mettre des familles, des personnes dans des situations très difficiles. Mais la présentation d'aujourd'hui, on sait que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont pris du riba par nécessité, que ce soit des obligations, etc. Et l'objectif, c'est pas vraiment de juger personne, mais de sortir progressivement, d'essayer de trouver une solution qui règle le problème de tout le monde, en essayant de ne plus en avoir dans le futur. Et ça ne fonctionne jamais. À la fin, vous pensez savoir, ou vous pensez avoir plus d'argent, etc. Mais vous pouvez filer sur toutes les richesses partout, là, que ça existe dans le monde, là, puis vous allez savoir. Oui, la personne il a 10 voitures, mais en arrière, il a 10 crédits. Fait que si à un moment donné on fait le point zéro, là vous allez voir des grosses surprises sur la fortune réelle. En tout cas, on s'occupe de nous autres, on s'en fout du reste. C'est aussi très important de connaître ses dettes. C'est très très important. C'est comme un peu le budget. Il y en a plusieurs d'entre nous, ou la majorité qui se trouvent dans des situations difficiles, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vie. C'est pas qu'ils ne connaissent pas le plus général, ils ne connaissent pas le détail. C'est obligatoire de connaître le montant total. C'est très, 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 très obligatoire, très, très important de connaître le taux d'intérêt. C'est pas mal un peu la principale raison des problématiques. C'est très important de connaître le solde de paiement, combien je dois payer, et les dates d'échéance. Et ceux-là, ça se rajoute au budget. Donc, ça veut dire que si j'ai une voiture et je paye $500 par mois, ben, ça fait partie du budget. Donc, dans mon salaire, il faut absolument que j'enlève $500 par mois pour le paiement de mon prêt auto, etc. Puis le reste aussi. Puis pourquoi ça c'est important, je vais parler un peu plus tard, là. Mais ça c'est très important parce que ça permet dans le fond d'identifier où est-ce qu'on peut améliorer, comme un peu le budget de tantôt. Si on sait qu'on a dépensé plus dans les vêtements ou dans X, Y, Z, là c'est facile d'agir, parce que je vais savoir où est-ce que j'agis. Mais si moi je ne connais pas, puis moi je sais que je dépense un peu plus que je gagne, mais je ne sais pas où couper, là c'est problématique. Là cette fois-ci je vais dire, ok non, on a dépensé trop, on va arrêter d'aller à l'épicerie. Ben, tu ne peux pas, il faut que tu manges. Puis là tu vas arrêter d'aller à l'épicerie ce mois-ci, tu vas te sentir que tu as trouvé une solution, mais le mois prochain il va y avoir le même problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cerné le problème. Par contre, si tu vois que le budget des restaurants, maintenant, il explose, ben là, c'est correct. Là, tu vas savoir, ok, non, on a $100, c'est $100, ça ne marche pas. Il faut enlever cette partie-là. Donc la prochaine fois, on ne s'en va pas au resto, ou on s'en va, on se permet d'avoir $50. Chacun selon son revenu, etc. Là, le voyage, comme je dis tantôt, si je fais le calcul, et là, le voyage, ça ne rentre pas dans le budget, ben, ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est tout simplement. Le retour d'impôt que plusieurs d'entre nous utilisent pour les voyages, ça aussi, ça fait partie du budget. Donc, si moi, j'ai un salaire de $1000 et en moyenne, mettons, en moyenne, j'ai à peu près $5000 de revenus de retour d'impôt parce que je n'ai pas changé d'habitude, ben, ces $5000, je peux les prévoir tout de suite. Donc, réellement, mon salaire, c'est $1000 plus 5000 sur 12 mois ou sur 26 payes. C'est ça ce qui va me permettre de planifier aussi le voyage. Donc, toute source d'argent, tout revenu qui rentre, il faut que ça soit calculé. Puis toute dépense qui sort, il faut que ça soit calculé.
La même chose pour les dettes. Des tips, des astuces très pratiques pour ne pas être dans les troubles, c'est utiliser les paiements automatiques pour régler les factures. Quand vous avez une facture aujourd'hui, mettons l'immatriculation de la salle, vous allez recevoir la facture en date d'aujourd'hui avec un paiement dans 2 mois. Ne laissez pas la facture traîner. Tout de suite, vous allez rentrer dans votre application de banque, vous allez programmer le paiement automatique de cette facture tel jour. Fait que vous le savez tout de suite. Et vu que vous avez déjà votre budget, et là le montant vous l'avez déjà divisé sur 12 mois ou 26 payes, etc. Fait que là le montant il va être dans votre compte déjà. Fait que vous n'avez rien à gérer, vous n'avez rien à se rappeler. Pour ceux qui veulent un peu plus, mettez des rappels dans votre calendrier. Mais la principale problématique, c'est les factures et les paiements oubliés. Parce que là, ça va générer des intérêts, ça va générer des problèmes, ça va générer une baisse de la cote du crédit pour les paiements des cartes, etc. Là, ça va encore empirer vos dossiers, puis ainsi de suite. Fait que utilisez les paiements automatiques. La carte de crédit, c'est un très bon produit, comme on a parlé la dernière fois, mais il faut faire attention. Si on le paye au complet pendant les 21 jours, c'est une très mauvaise idée si jamais on utilise les taux d'intérêt de la carte de crédit. C'est une très mauvaise idée si on fait un voyage avec une carte de crédit. Le taux, c'est 20%. Et vous allez être surpris, une dette ou une dépense de 1 000 $ de la carte de crédit, ça va augmenter vite à 3 000 $ facilement, à cause de la boule de neige. Ça s'appelle la boule de neige. Parce que les taux d'intérêt, c'est très énorme. Donc, on automatise le paiement au complet. Ça veut dire quoi? Toutes les banques maintenant ils lancent ça. Tu vas dans la carte de crédit, tu fais prélèvement automatique chaque mois et tu choisis le solde complet. Donc le jour J, il va débiter automatiquement le montant de la carte que vous utilisez de votre compte chèque. Comme ça, vous ne l'oubliez pas. Vous ne dépensez pas une journée de plus. Pour ceux qui ont des épargnes et qui veulent maintenant faire des transferts, aussi automatiser le transfert. Fait que maintenant, moi, j'ai un épargne, que j'ai de l'argent, et je sais que j'ai une facture dans 2 mois. Ben là, je planifie le transfert de mon épargne vers mon compte chèque, puis je planifie le paiement de la facture le lendemain, automatiquement. Fait que comme ça, moi, je ne touche à rien, puis je suis sûr que ça va fonctionner. Oui, juste pour la marge de crédit, c'est le même problème. On va y aller. Les types de crédit maintenant. Comme je parlais tantôt, principalement. Il y en a plusieurs, mais principalement pour ce qui est utilisé tous les jours. On a les cartes de crédit. C'est très important de savoir que c'est problématique si on l'utilise parce que le taux, ça varie entre 19 et 29%. Le paiement minimum, ça c'est un piège. D'accord? Le paiement minimum, c'est le minimum que tu peux payer, que tu dois payer pour que ça ne compte pas pour toi. Mais réellement, tu vas payer plus que le capital que tu as dépensé. Comme j'ai dit tantôt, si vous faites un peu de simulation, vous allez être surpris. Donc la carte de crédit, c'est jamais une solution pour des dépenses. Mais c'est très utile pour les dépenses quotidiennes. Mais il ne faut pas la laisser. Tu utilises ta carte, une fois que le solde est sorti, le solde c'est tel montant, tu le payes. That's it. Le paiement minimum, on oublie ça. On va y aller avec le prêt personnel, puis on va retourner à la marque de crédit. Le prêt personnel, c'est des paiements fixes. Fait que moi, je prends 5 000 $ sur 36 mois, avec un tel taux d'intérêt. Je paye 200 $ par mois, that's it. Donc moi, les 100 $, je le rentre dans le budget, c'est fini. Ça permet de le payer plus rapidement parce que je sais que ça va finir dans 12 mois, ou 24 mois, ou 36 mois. Donc, c'est bon pour se réorganiser, mettons, pour quelqu'un qui est là, et qui organise ça dans son budget, qui fait ses paiements automatiques, etc., c'est parfait. La marge de crédit, elle est beaucoup plus flexible, parce que c'est un prêt comme un peu le personnel, sauf que tu n'as pas une obligation de paiement minimum. Ici, là, le prêt, 5 000 $ sur 36 mois, tu payes 100 $ par mois, il faut que tu payes 100 $ par mois. C'est pas compliqué. Par contre, la marge de crédit, tu peux ne pas payer du tout. Et c'est correct, ça ne touche pas ton code de crédit, tu peux la laisser traîner. L'avantage, c'est qu'elle est flexible. Donc, si jamais ce mois-ci, tu n'as pas d'argent, on va parler de ça plus tard. Hein. Ça, c'est pas recommandé pour les gens standards. C'est vraiment pour ceux qui sont un peu dans la galère. Okay?
Mais mettons, si jamais tu en as une marge de crédit, si jamais tu as le choix entre 5 000 $ prix et marge, prenez la marge. Parce que 5 000 $, tu peux planifier, mettons, un paiement de 100 $ par mois ou 200 $ par mois, ça fonctionne. Mais si jamais tu en as besoin de ce 100 $ et tu ne peux pas payer, c'est correct, tu ne payes pas, tu vas juste payer l'intérêt sur ce montant et c'est tout. L'autre avantage, c'est que quand tu prends un prêt, 5 000, ben, il va diminuer jusqu'à ce que ça finisse, puis that's it. La marge de crédit, tu en as une marge de 5 000, tu commences à payer, tu as pris 5 000, tu as payé 1 000 $, ben, 1 000 $, tu peux les reprendre encore. Généralement, pour ceux qui ont la marge de crédit, bien sûr, en se rappelant de Ayat al-Baqarah. Donc, ce n'est pas un conseil d'avoir des crédits, mais c'est vraiment pour ceux qui sont un peu dans la misère puis ils veulent s'en sortir. Donc, pour ceux qui ont la marge de crédit, ils laissent ça comme un peu en urgence. Fait que moi, j'essaie de régler toutes mes affaires, j'essaie de régler toutes mes dettes. Là, je prévois un 200 $ par mois, mais maintenant, je ne suis pas stable dans mon travail, fait que ce mois-ci, j'ai pas ces 200 $ là. La marge de crédit te permet un petit souffle. Parce que c'est pas grave, tu ne paieras pas les 200 $, mais aussi tu ne paieras pas 29% sur le taux d'intérêt. Fait que tu vas payer le taux régulier entre 6 et 10%, puis le mois prochain, tu peux le faire. Oui, les intérêts, c'est pas compté annuellement, ça là pour la marge? Les intérêts sont toujours calculés annuellement, mais ils sont déduits mensuellement. Ça disant, si je prends 5 000 et je le paye avant que l'année, que je dépasse l'année, Oui. il y aura toujours des intérêts. Non. Mais ça dépend. Ça dépend du type de crédit. Mais généralement, tous ces crédits-là, ça s'appelle des crédits ouverts. Une fois que tu payes, l'intérêt est calculé par année, mais réellement, tu vas l'utiliser journalier. Fait que si, mettons, tu prends 5 000 $ avec 10%, avec 500 $ d'intérêt, et là, tu vas le payer après un mois, bah, tu ne vas pas payer 500 $ d'intérêt, tu vas juste payer maintenant 50 $. Donc, il va faire le calcul. Il y en a qui utilisent journalier, semaine, mais généralement, c'est journalier. Fait que non, c'est vraiment, tu payes juste ce que tu trouves. Fait que s'il te reste 5 000, c'est vraiment 5 000 le capital. Le personnel aussi? Oui, c'est le même principe. C'est le même principe tant que c'est des crédits ouverts. Attention, il y en a des crédits qui ne sont pas ouverts. Fait que ça veut dire que tu ne peux pas payer le capital en avance. Fait que si, mettons, 5 000 $, je te donne un exemple. Tu prends un crédit de chez le Brick Meuble, mettons. Il va te dire, regarde, c'est 5 000 sur 12 mois, c'est 5 500, mettons. 5 500, si tu payes dans 6 mois, tu vas payer 5 500 par an. On s'est entendu sur ça. Ceux-là, la majorité des crédits, les marges, les prêts, etc., c'est des crédits ouverts. Fait que si tu payes, ils vont annuler l'intérêt restant. C'est bon? Bon. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en difficulté. Allez-y. Question pour la carte de crédit, par exemple. Oui. Si je paye avant, disons, moi j'ai 100 $ par exemple à payer dans le carte de crédit. Oui. Mais il n'est pas encore comptabilisé. Mais je paye quand même parce que je le calcule. Oui. Et il y a des intérêts sur le découvert, ça c'est quoi? Les intérêts sur le découvert, ça c'est sur le compte chèque. C'est pas sur la carte de crédit. Sur le compte chèque, si mettons, tu as un paiement qui doit passer, fait qu'il y a un crédit qui doit passer, mais tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de fonds dans le compte chèque. Ou parfois, le paiement est fait aujourd'hui, puis toi, demain, ton salaire il rentre. Ben, d'abord, tu es débiteur pendant une journée, donc tu payes les frais de ça. Et les frais de découvert, c'est deux choses. Il y en a les frais fixes, fait que maintenant, si tu rentres $1, mettons, tu as un paiement de 100 $, toi, tu as 199 dans le compte. Ben, ils vont te laisser, ils ne vont pas te bloquer le montant pour ça, mais tu vas payer des frais fixes, mettons 5 $, plus l'intérêt de ce montant-là si jamais tu restes longtemps. C'est bien? Mais sinon, donc ça par rapport avec la carte de crédit. Et pour ta question pour la carte de crédit, comment ça fonctionne? C'est que tu as un solde initial, tu commences à dépenser, à une date X, eux autres, ils vont fermer la comptabilité. Si jamais tu payes avant la date X, avant la comptabilité, ça se compte pas. Fait que tu as utilisé 100 $, tu vas le payer le lendemain. Eux autres, ils n'ont même pas calculé encore. Tu vas trouver le solde zéro. Mais généralement, ce qu'il faut,
pour augmenter ton code de crédit et pour que ça fonctionne correctement, tu utilises ta carte de crédit. Le jour X, ils vont faire le calcul. C'est à partir du jour X que tu dois calculer. Ils vont sortir un relevé. Ils vont dire, mettons, tu as 2000 $ que tu dois payer d'ici le 10. Et le montant minimum, c'est 10 $. Toi, il faut que tu payes 10 000 $ absolument avant le 10. Ça compte. C'est comme un relevé, etc. Aussi, il faut faire attention. Mettons, tu as dépensé 2 000 $ sur ta carte de crédit. Là, aujourd'hui, on fait le calcul. Ils ont sorti le relevé. Le relevé, ça dit, pour ce mois-ci, tu as 2 000 $ à payer le 10. Mais là, toi, après qu'ils ont sorti le relevé, toi, tu as dépensé 10 000 $ dans un voyage. On s'en fout, tu ne le payes pas. Ça va rentrer dans le mois prochain. On fonctionne toujours avec des soldes de relevé. Ce n'est pas avec le calcul, nous autres, on va faire X, Y, Z. Non, on a un solde de relevé. C'est celui-là qu'on va l'appliquer. Bon, pour ceux qui sont en difficulté et qui ne peuvent plus gérer leurs affaires, parce que malheureusement, utiliser des cartes de crédit, plusieurs cartes, beaucoup de taux d'intérêt, l'effet boule de neige, ça commençait à être partout. On a perdu la job, on ne peut plus payer, on est un peu très bloqué. La première des choses, c'est arrêter l'hémorragie. Ça veut dire quoi? Si jamais il y a des dépenses non nécessaires, on les coupe tout de suite. On a un abonnement Netflix, puis on a de la misère à payer nos factures, on annule ça. Oui, c'est beau de regarder des films Netflix, mais on doit couper. On a un abonnement Internet, puis on a besoin d'Internet, on le met au minimum possible. On a un téléphone, on le vend, puis on achète un autre téléphone, moins cher. Parce que le but, là, c'est d'arrêter l'hémorragie. On a des dépenses, on va devoir les réduire. On vend ce qui est secondaire. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur pour ça. Parce que le but, là, c'est de sortir de la crise. Donc, ce n'est pas grave si on vend, si on annule, si on coupe une dépense, après ça, on va repartir à zéro. Ce n'est pas grave. C'est beaucoup mieux que de garder ça en pensant que ça va se régler, mais rien ne va se régler magiquement. Fait que c'est pas grave. Moi, j'ai une voiture qui coûte 50 000 $, puis j'ai des problèmes, je la vends, je règle mes affaires, je pars avec une voiture de 3 000 pièces, après ça, je repars, et là, je peux prendre une autre voiture. C'est beaucoup mieux que de briser ton carte de crédit, puis là, tu ne peux plus respirer pantoute, puis là, il va y avoir d'autres répercussions. Bon, les actions maintenant, ça, c'est déjà pour commencer. Maintenant, les actions. Pour les cartes de crédit, il y en a ce qu'on appelle toujours les offres de transfert de solde. C'est quoi? C'est que tu as une carte de crédit qui a 5, 10 000, etc. Les autres banques vont te donner des offres pour avoir leur carte de crédit avec une promotion de transfert de solde de 0% pendant 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont reprendre le solde de ta carte de crédit de RBC, maintenant, puis ils vont te donner un report de 6 mois, 0% que tu ne payes pas, puis là, après 6 mois, tu vas payer aussi les 20% de carte de crédit. Donc, tu auras 6 mois de possibilités pour régler tes affaires. La deuxième chose, c'est le report de paiement. Il ne faut jamais laisser traîner. Même si tu peux payer, il ne faut jamais laisser traîner. Il ne faut pas laisser les factures. Tu appelles la banque, tu dis je veux reporter ça dans 6 mois. Généralement, ça va être accepté parce que les banques ne veulent pas que ça parte dans les consolidations. Ne veulent pas que tu sois dans le trou pour ne plus payer même ton hypothèque. Donc, ils vont le faire. Mais surtout pas, on ne va pas laisser la facture ou les paiements, les cartes de crédit, genre comme si on avait, ok, ben là, oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, tu n'as pas d'argent, mais au moins appelle, puis dis-leur que tu as perdu ta job, puis là, tu vas payer dans 6 mois. Ils vont te calculer l'intérêt, c'est sûr et certain, mais au moins, ça te permet de respirer. Puis, bien sûr, la révision du train de vie, c'est que si tu es rendu là, c'est que tu as un problème quelque part. C'est que tu n'as pas prévoyé les fonds d'urgence qu'on parlait, tu dépensais beaucoup trop, tu n'as pas calculé, tu pensais que tu es en sécurité en travail, mais tu ne l'es pas, etc., etc. Bon, maintenant, la troisième, c'est un peu plus grave maintenant. La consolidation. La consolidation, c'est quoi? J'ai pris des mauvaises décisions, j'ai pris un prêt d'auto, je paye 500 pièces. J'ai pris un abonnement de téléphone, je paye 100 pièces. J'ai pris un abonnement d'ordinateur, je paye 100 pièces. J'ai pris des meubles, je paye 50 pièces. J'ai pris une piscine, je paye 100 pièces. J'ai pris des billets de voyage, je paye 300 pièces par mois. Là, au final, là, je dois payer 2000 pièces. Sauf que là, moi, je n'ai pas 2000 pièces. J'ai pris des mauvaises décisions, c'est trop tard, malheureusement, c'est fait, je ne peux rien faire. La meilleure façon, c'est de consolider les dettes.
Ça veut dire que je vais checker, comme on a parlé au début. Là, j'ai déjà mon tableau avec mes dettes. Je sais exactement c'est quoi mes dettes, c'est quoi le montant restant et c'est quoi les dates de paiement. Mettons, j'ai 20 000 $. 20 000 $ avec un paiement mensuel de 2 000. Sauf que 2 000, je ne peux pas. Je consolide ces dettes-là avec un prêt ou une marge de crédit pour que je paye 1 000 pièces. Fait que moi, j'appelle ma banque, je dis, je veux consolider. Donc, je ne veux pas avoir un nouveau prêt, c'est juste que je veux consolider pour que les autres ils vont faire le calcul comme il faut. Donc, ce que je vais prendre, je ne vais pas le dépenser, mais je vais payer les autres crédits. Qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre d'alléger le paiement mensuel ou reporter le paiement mettons, sur plusieurs mois ou plusieurs années. Fait que maintenant, j'ai pris toutes mes affaires sur 36 mois, puis là, je dois payer 2 000 $. Ben là, je vais le faire sur 5 ans. Comme ça, je vais payer 1 500. Au moins, les 1 500, je peux les payer. Les 2 000 $, je ne peux pas les payer. Parfois, même si le taux d'intérêt de la consolidation est plus fort, parce que généralement, si tu es rendu à cette étape, ça veut dire que ta cote de crédit, elle n'est pas super. Ça veut dire que le nouveau prêt que tu vas prendre, il va être probablement un peu plus élevé que tes dettes à toi. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut accepter la perte. Donc, je vais payer un peu plus, à 12%, mais au moins, je vais me permettre de me respirer. Au moins, les 1 000 $ par mois, je peux les payer. Que de garder les 2 000 $, et là, je suis bloqué. Donc, ça, c'est très important. Comme on a dit, soit un paiement global plus bas. Au lieu de payer 2 000 $, 50, 100, 100, 500, 500, ben là, je vais payer un seul prêt, 400 ou 500 $, puis c'est fait. Ou le même prêt, je l'étape. J'appelle la banque, je dis, regarde, finalement, j'ai pris l'auto sur 5 ans, je paye 1000 pièces, mais finalement, je ne peux pas payer 1000 pièces. Donc, si on peut mettre ça sur 10 ans, puis là, je vais payer 500. Sinon, le cas contraire, je vais aller en proposition consommateur, ça va être beaucoup plus compliqué. Je parlais tantôt de la méthode boule de neige. Dans le fond, ben là, ça va dans les deux sens. La méthode boule de neige pour les intérêts, ça gonfle les intérêts, mais ce n'est pas ça ce que je voulais parler ici. Moi, je parle ici de la méthode boule de neige pour les remboursements. Pour les remboursements, je dois choisir si je suis correct avec mes paiements, fait que je peux payer. Fait que j'ai mes dettes, mais c'est contrôlé, etc. Je choisis toujours les plus petites dettes en premier. Pourquoi? Parce que ça va faire de la motivation. Même si c'est 50 $ par mois, mais si je le paye, c'est un 50 $ de moins, mais surtout, c'est comme quelque chose qui est payé. Fait que mentalement, ça va me motiver encore plus. Il y a aussi la méthode avalanche. La méthode avalanche, c'est qu'il faut choisir les combats. C'est pas normal que j'ai une carte de crédit à 20%, que je la laisse traîner, je vais aller payer un téléphone à 0%. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut absolument choisir, si jamais je suis dans le trouble. Si jamais je suis dans le trouble, il vaut mieux choisir le taux le plus élevé. Bien sûr, si jamais aussi je suis en contrôle de mes affaires et tout, c'est normal, ça c'est ce que j'ai parlé tantôt sur la négociation, c'est normal que je vais essayer d'aller chercher un taux moins élevé. Fait que mettons, aujourd'hui, je parle mettons l'exemple de l'hypothèque. Aujourd'hui, j'ai pris une hypothèque à 6%, parce que le taux était élevé. Ben, j'essaie la prochaine fois d'aller magasiner pour avoir un 4%, parce que ça va me faire d'argent de plus dans mes poches. Aujourd'hui, cette année, j'ai pris l'assurance à 2 000 $. L'année prochaine, je vais essayer de la prendre à 1 000 $. Les 1 000 $ de plus, je vais essayer de la mettre ici pour payer mes dettes. Même si je dois payer 50 $ et j'en ai un 100 $ de plus, ben, je vais la mettre ici. De façon générale, c'est pas normal. Sachez que c'est pas normal. Si vous avez de l'épargne et vous avez des dettes de l'autre côté. Ça marche. Si jamais vous avez de l'épargne et vous avez des dettes, il y a quelque chose dans votre calcul qui fonctionne pas bien. Le plus important, c'est toujours de payer les dettes. Pourquoi? Parce que les dettes, ça génère beaucoup plus de dépenses que l'épargne vous ramène. Donc, j'ai 10 000 $, l'épargne, je les laisse de côté. Mais j'ai un prêt de 10 000 $, que je paye 5% d'intérêt. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir, généralement, dans l'épargne 5% de plus. Par contre, tu sais que tu es en train de le dépenser de l'autre côté. Oui, mais je préfère avoir le crédit parce que je ne peux pas ramasser tout l'argent dans l'épargne. Non, ce n'est pas le bon calcul. Non. Paye tes affaires, et là, après ça, tu auras, si tes calculs sont bons,
le même montant que tu payes pour les voitures, mets-les dans l'épargne. Là, tu vas l'avoir et plus facilement et beaucoup moins cher que ce que tu payes. Ouais, pour l'exemple d'un prix bourse pour l'étude, Oui. à la fin de la formation, par exemple, je pense qu'il y a ou bien qu'on paye le total du prêt, ou bien ça va comme être... Oui, mais c'est un prêt régulier. Prêt bourse, c'est qu'il y a une partie bourse que le gouvernement va donner selon le revenu. Bien sûr, il faut faire attention, c'est selon le revenu. Donc ceux qui viennent à la fin de l'année, ça il peut avoir des problématiques, parce que maintenant ils viennent au mois de juin, ils font la demande pour le prêt bourse, donc leur revenu est zéro. Sauf qu'ils vont travailler pendant ces 6 mois, ils vont avoir peut-être un gros salaire, l'année prochaine ils vont avoir une mauvaise surprise, si jamais le prêt bourse n'est pas fini. Parce que là, par la suite, c'est comme un peu les crédits d'impôt. Ils vont donner à peu près sur l'initial, la demande initiale, mais par la suite, ils vont s'ajuster. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais sinon, c'est un prêt et une bourse. La bourse, tu ne la retournes pas. C'est selon ton revenu, ils vont te donner ça. Puis le prêt, si jamais tu veux, la bourse, elle ne te suffit pas, tu vas prendre un prêt et tu vas le payer sur plusieurs nombres d'années. Puis bien sûr, si jamais tu paies, par contre, ça, je ne suis pas sûr. Si tu as un prêt ouvert ou pas, ça, je ne suis pas sûr. Ça doit être aussi un bon exemple. J'imagine que oui. Mais l'essentiel, c'est que le prêt, tu vas le prendre tout de suite sur 5-10 ans, avec un taux d'intérêt, bien sûr. Puis là, par la suite, si jamais tu paies avant, j'imagine que tu ne paieras pas les intérêts, tu paieras juste ce que tu as besoin. Mais les prêts, aussi, il faut faire attention. Si, je te donne un exemple, si tu es toujours dans l'obligation, si tu es obligé de prendre un prêt, là, tu vas lire les documents. Là, ils vont te proposer un prêt à 10%. Par contre, toi, tu as une marge hypothécaire que tu peux l'avoir à 5%. C'est pas normal que tu prends le prêt étudiant, tu laisses la marge hypothécaire. Je vous donne l'exemple des matriculations. Parce que les matriculations, ça, tu peux l'échelonner sur plusieurs mois. Mais avec un taux d'intérêt élevé. Donc, c'est pas normal que toi, tu as une marge à 5% et tu prends les matriculations que tu vas échelonner sur 12 mois à 10%. Tu vois un peu l'idée? Fait que si tu retournes à la présentation des crédits, c'est pour ça que c'est très important de savoir les taux. Parce que quand tu sais tes taux, puis que tu en as un tableau clair, là tu vas figurer tout de suite. Tu n'as pas besoin d'un planificateur pour te dire ça. Tu vas voir, écoute, moi j'ai une marge de crédit à 5%, puis là, ce prêt-là, ils vont me donner le prêt, mais à 10%. Là, si je suis obligé, je vais prendre de la marge. Je ne vais pas prendre leur prêt. C'est bon? J'espère que c'est pas long. J'ai essayé que ça ne soit pas trop théorique, c'est vraiment pour le quotidien. J'espère que je vous ai apporté du niveau. Tout simplement, la prochaine fois, nous devons avoir un petit cours sur les placements halal. Inch'Allah. Parce que vraiment, c'est mélangeant, on a besoin. Les gens sont vraiment un petit peu frustrés. Moi, je sais qu'il y a des produits halal, mais on ne les connaît pas. Inch'Allah. La prochaine fois, on va préparer les alternatives halal pour les placements. Donc, tout est beau. Ça, c'est un document. Ça, c'est une présentation. Cette fois-ci, l'autre fois, on n'a pas fait la vidéo. Cette fois-ci, on va le faire. On va la publier sur le site de la mosquée avec la présentation. J'ai essayé, parce que la dernière fois, c'était pas trop clair. Mais cette fois-ci, en tout cas, j'ai essayé à moins les informations importantes que ce soit dans la présentation. Mais en plus, on a la vidéo, Inch'Allah, si on réussit à faire. Ça va être sur un channel Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook. Et prochainement, Inch'Allah, on va le mettre dans le site de Instagram, la mosquée. ouais, c'est ça.